Bonjour à tout le monde. Donc, je vais vous parler un peu du paquet SymPy en Python. Vous avez le lien ici avec le read the docs si vous voulez en savoir plus. Donc, en gros, je me suis servi de SymPy dans un projet commun qu'on fait avec François et Lorenzo Maggi sur des systèmes de file d'attente. Et du coup, je connais pas encore tous les secrets du paquet, mais je vais vous parler un peu des bases et de ce qu'on peut faire avec. Bon, tout simplement, vous pouvez l'installer avec pip, tout simplement. Donc SymPy, qu'est-ce que c'est? Donc ça va permettre de faire de la simulation à événements. Et en fait, tout est modélisé avec ce qu'on appelle des process ici. Et donc toutes les process vivent dans un environnement SymPy. Et elles vont interagir, les process vont interagir entre eux via des événements. Et en fait, ces process vont fonctionner. J'entends un écho en fait, je sais pas si vous aussi, ou c'est que moi. Peut-être. Ah, je crois que c'est bon. Merci beaucoup. Et donc, ces process en fait vont être décrits par les objets générateurs de Python. Et donc, en fait, les objets générateurs, comment ça marche? Ici, j'ai un petit exemple d'une définition d'un générateur. Je pense que tout le monde connaît, mais ça permet d'écrire plus simplement que de générer des itérations sans forcément créer de liste. Et donc ici, on n'utilise plus la fonction return, mais la méthode yield, et qui va garder en fait en mémoire toutes nos itérations. Donc ici, si on fait un générateur, on crée un objet générateur avec une range de 5 par exemple. Si je l'exécute une fois, on va arriver à 0. Et si je l'exécute encore avec la fonction next de nos générateurs, on va passer à 1, etc., jusqu'à notre valeur qu'on voulait. Donc en fait, c'est comme ça qu'on va créer nos processus qui vont générer des événements de cette manière-là, en fait, avec le yield. Donc vous pouvez imaginer que pour les files d'attente, en gros, ça va générer des temps d'arrivée de paquets, des temps de service, etc. Et donc en gros, SymPy, c'est vraiment basé là-dessus, sur ces générateurs et sur ce yield qui va garder en mémoire à chaque fois le temps de génération des paquets, le temps de service des paquets, etc. dans une file d'attente. Donc globalement, en gros, c'est un simulateur d'événements discrets et ça va quasiment être que pour des systèmes de file d'attente. Donc, on peut avoir des problèmes avec des voitures qui vont faire des voitures électriques qui vont conduire, qui vont se recharger, des paquets dans des systèmes de réseau, n'importe, des passagers qui attendent un avion, etc. Donc, ça, c'est la base de SymPy, donc les générateurs. Donc, deuxième objet important de SymPy, c'est le timeout. Donc en fait, ça permet de générer des événements après qu'un certain temps soit passé. Donc ici, un exemple tout simple, on va importer le paquet SymPy, on va définir une horloge qui a un nom et qui va avoir un petit tick toutes les X secondes, donc qu'on décide. Et donc on va yield cet événement avec le timeout qui permet en gros de générer cet événement toutes les ticks secondes. Donc une fois qu'on a notre définition de notre horloge, on peut créer notre environnement SymPy ici avec l'objet avec env égale SymPy.environment. Et ensuite, on a besoin de faire les process. En gros, donc faire les process ici, c'est de process notre événement, donc de générer notre événement, ici qui est une horloge, qui est bâtie sur l'environnement SymPy, qu'on appelle fast ou slow, et on définit son temps. Donc si on fait ça ici, ça va générer, toute notre simulation avec l'environnement.run. Until ici, c'est pour définir un temps limite de simulation. Notre environnement SymPy va tourner jusqu'à un temps fini. On peut le faire de manière plus précise jusqu'à un certain processus ou jusqu'à un certain événement soit généré. Et ici, on le fait de manière générale avec un temps final de simulation. Et donc ici, vous pouvez voir que ça va générer les horloges. Donc la phase qui va ticker avec au début, fast et slow qui vont ticker au temps 0. Et ensuite, phase qui va faire toutes les 0,5 et slow qui va faire toutes les 1 seconde. Ok, donc ça c'est comment ça marche, la base de SymPy. Donc on peut définir n'importe quel objet ici avec les temps de génération des événements. Et ensuite on construit notre environnement, on fait les processus et ensuite on fait tourner la simulation. Ok, donc un exemple un peu plus, on va dire, complexe.
si on imagine qu'il y a des voitures électriques qui ont besoin de conduire un certain temps et qui ont besoin d'être rechargées un certain temps. On suppose ici que la voiture a besoin de 5 secondes pour charger. Pardon, excusez-moi, je me trompe complètement d'exemple. On a une voiture, peu importe, c'est une voiture qui va conduire un certain temps et qui va se garer pour un certain temps, qui va s'arrêter un certain temps. Donc ici, on suppose que le temps de parking, le temps d'arrêt est de 5 secondes. Donc, en gros, la voiture, elle va s'arrêter à un certain temps, elle va s'arrêter pour 5 secondes, donc avec le yield environnement.timeout, et ensuite, elle va se mettre à conduire. Ici, le trip duration, donc la durée du trajet est de 2 secondes. Donc si ensuite, pareil, on construit notre environnement SymPy, on fait notre process de notre objet voiture, ici, et on fait tourner l'environnement pour 15 secondes. Et donc là, vous pouvez voir que la voiture, au début, elle est garée au temps 0. La durée de l'arrêt, elle dure 5 secondes. Et ensuite, à partir de 5 secondes, elle va commencer à conduire. Donc ici, start driving.environment.now. Et pareil, elle va s'arrêter 2 secondes. On fait le yield ici qui génère l'événement de la conduite. Et après, pareil, elle va se réarrêter à 7 secondes. Donc voilà. Donc environnement.now ici, c'est pour connaître le temps de simulation de notre environnement voilà, à chaque instant T. Donc environnement.now. Donc en gros, c'est la base de notre simulateur. Donc un peu plus de détails. Là, c'est beaucoup de blabla. Ok, bon, c'est un autre exemple. C'est l'exemple avec une voiture qui conduit, qui peut s'arrêter, qui peut charger. Donc ici, on peut définir un objet voiture. Maintenant, plus besoin de faire juste une définition de car. Donc on construit un objet voiture. On initialise avec l'environnement SymPy. Notre action ici, donc plus besoin maintenant quand on va appeler le code de faire un environnement.process.de_car_env. On fait directement l'action de générer le processus quand on initialise la voiture. Donc quand on va initialiser notre voiture ici, en fait l'environnement va directement générer les événements jusqu'à un certain temps qu'on lui donne. Donc le self.run ici, c'est cette fonction run qui est définie ici, et donc qui est notre générateur qui va définir notre temps de chargement ou de conduite de la voiture. Donc voilà, donc c'est pareil que tout à l'heure, sauf qu'au lieu de s'arrêter ici, on va charger notre voiture électrique. Donc ici, la charge elle va durer 5 secondes. On va faire notre yield, notre générateur ici, qui va process notre fonction charge ici. Donc, dans notre fonction charge, il y a notre timeout avec notre durée qu'on définit. Et ici, on fait notre itération avec le processus de cette fonction charge. Okay, donc ici, la voiture elle va commencer au temps 0. Elle va charger 5 secondes. Et pareil, ensuite, on va faire la conduite après les 5 secondes, pendant 2 secondes, etc. Ok, donc si on fait tourner ça, on a exactement pareil que tout à l'heure, sauf que ici c'est pas un arrêt, c'est un temps de charge, en gros, donc on peut rajouter une définition. Donc on a notre voiture qui commence, qui est garée et qui va charger au temps 0, qui va se charger pendant 5 secondes. Ensuite, on va passer à la voiture qui commence à conduire pendant 2 secondes, notre trip duration, et on régénère notre événement. Donc après, on est au temps 7, et etc. Donc en gros, SymPy, c'est vraiment basé là-dessus, sur ces générateurs. Donc on génère des événements, après on fait un peu ce qu'on veut, c'est modulable, hein, on peut imaginer tout et n'importe quoi. Ce qui compte, c'est que c'est bâti sur ces générateurs et que ça fait des itérations de temps qu'on décide. Donc voilà. Donc après, vous imaginez que les temps ils sont pas constants, ça va être des lois de proba, donc gaussien, exponentiel, peu importe ce qu'on veut. Donc on peut faire des simulations aléatoires assez détaillées, assez complexes. Est-ce que c'est clair déjà pour tout le monde? Parce que ça, c'est vraiment la base en gros du paquet. Juste une question. Ouais. Je suis pas sûre d'avoir compris. Donc, dans le code là où tu es actuellement, si tu remontes un petit peu, dans là où tu es, dans cet exemple-là en particulier, en fait, la ligne yield self.env.process de self.charge de charge duration, Ouais. en fait, c'est équivalent. En quoi est-ce que c'est différent de juste mettre self.env.timeout de duration? C'est la Exact. même chose là ou C'est la même chose. Mais en fait, cet exemple, je l'ai ça... pris du read de docs.
mais je pense que ça peut être utile pour d'autres exemples en fait, Pour où faire des choses on, plus compliquées. ouais, plus compliqué, où on va faire le yield après qu'on ait process un certain événement, quoi. Mais c'est vrai Ah, qu'ici, d'accord. pour ce cas-là, ça revient au même, vu que c'est tout statique, ça revient au même de faire la charge directement, le yield.env.timeout. Ok. Ça reviendra au même. Mais c'est un petit truc pour complexe pour dire qu'aussi, c'est le yield tant que l'événement a process la charge. Mais bon, D'accord. ça revient au même. Ouais. Ok, d'accord, merci. Voilà. De rien. Donc voilà, donc ça c'est vraiment la base de SymPy. Ensuite, donc vous avez vu qu'à chaque fois qu'on fait tourner notre environnement, on fait le env.run until un certain temps. On peut faire ça avec un peu plus de détails, donc contrôler un peu notre simulation. Donc si on le fait sans argument, l'environnement il va tourner jusqu'à qu'il n'y ait plus aucun événement. Donc ça va dépendre après de nos fonctions, comment on définit combien d'événements vont être process, etc. Donc ici c'est à l'infini, hein. Donc on s'arrête à un certain temps. Donc ça c'est si on le fait tourner à vide comme ça va s'arrêter jusqu'à qu'il n'y ait plus d'événements. Donc généralement c'est pas ce qu'on veut faire, on veut mettre un stop à notre simulation, donc l'arrêter à un certain temps. Donc ça c'est le but du until ici. Donc si on met le environnement.run until un certain temps, ça va s'arrêter dès que le env.now, en gros le temps t de notre environnement dépasse ce temps, la simulation va s'arrêter. Maintenant, on peut faire d'autres choses. On n'est pas obligé de faire le env.run en fait. Donc le env.run, ça va tout faire tourner d'un coup. En gros, ça va faire tourner la simulation et on ne peut pas vraiment l'arrêter. Donc ce qu'on peut faire, c'est la méthode step ici. Et si on fait un env.step, en fait, ça va faire le process du prochain événement qui doit être généré. Donc il y a quand même un ordre de la simulation qui est dû au temps en fait, hein, au temps qui passe. Et donc si on fait un env.step, ça va juste process le prochain événement. Donc en fait, quand on fait env.run, ce que ça fait, c'est que ça fait tourner cette méthode step jusqu'à qu'on dépasse le temps. Ok, donc ce qu'on fait, c'est de faire plein de fois env.step, etc. Donc à chaque fois, on génère un nouvel événement, etc. Donc ça, c'est quand on fait l'environnement SymPy de base, qui est pas du tout basé sur le temps réel, hein, c'est un temps simulé. Et on peut aussi, je m'en suis jamais servi encore de ça, mais faire de l'environnement SymPy avec un temps réel. Donc ça peut être utile si on a besoin d'analyser le comportement réel d'un algo, ou bah, après ça dépend forcément du projet qu'on a, du scénario, du modèle, etc. Mais enfin, faut savoir que ça existe. Donc on peut définir notre real-time environment ici. Donc voilà, je connais pas exactement comment ça marche en détail, mais c'est juste à savoir. On peut le faire et il faut juste l'importer ici avec le simpy.rt. Et une fois qu'on a fait ça, après on peut faire exactement la même chose que tout à l'heure en définissant notre environnement, simpy, etc. Donc voilà, ça existe. Donc ensuite, nouveau petit point, c'est une fois qu'on a fait ça, donc vous imaginez n'importe quel scénario de file d'attente, que ce soit des voitures, des paquets dans un réseau, des passagers dans une file d'attente à la banque ou dans un aéroport. Ce qu'on a envie de faire, forcément quand on fait la simulation, c'est de faire du monitoring et de collecter des données pour ensuite les analyser. Donc, pour comprendre comment le système il fonctionne, ou ensuite faire des algos pour essayer de minimiser des délais ou de minimiser des files d'attente, peu importe. Donc, qu'est-ce qu'on a envie de monitorer? Donc, nos processus, nos ressources usage. Ici, c'est si on imagine qu'on a des temps de service, donc par exemple un guichet à la banque qui va prendre 10 minutes pour servir un client, ou une file d'attente, un serveur qui va mettre X secondes pour servir un paquet, etc. Donc essayer de voir le taux d'utilisation de notre ressource, essayer de tracer tous nos événements dans la simulation, essayer d'en gros de garder la trace de notre paquet tout au long, donc depuis qu'il est généré jusqu'à ce qu'il arrive dans un serveur, jusqu'à ce qu'il arrive dans un panier, etc. Donc ça, c'est ce qu'on veut monitorer. Donc ça, c'est un peu ce qu'on a envie de faire de manière logique, hein, quand on fait notre simulation. Et ensuite, quand est-ce qu'on veut monitorer? Donc soit on le fait de manière régulière avec des intervalles constants. Donc toutes les X secondes, on va décider de regarder ce qui se passe dans le système. Soit on le fait dès qu'un événement apparaît. Donc par exemple, on va générer un paquet dans un système de file d'attente avec des réseaux. On génère un paquet, OK, on va vouloir collecter la donnée.
quand est-ce que le paquet est apparu. Le paquet va arriver dans un serveur, il va être servi par le serveur, ok, on regarde, on va collecter cette donnée-là quand cet événement est passé, etc. Donc voilà. Donc soit avec intervalle régulier, soit dès qu'un événement est passé. Et ensuite, c'est comment on collecte ces données. Donc, soit on les met dans une liste, tout simplement, hein, dans une liste Python. On crée des listes, on fait .append et on garde les données en mémoire. Soit on se débrouille pour les mettre dans un fichier CSV ou XL, peu importe, dans un fichier CSV, dans une base de données, etc. Et derrière, on peut travailler avec. avec. Donc, le plus simple, bien sûr, c'est de créer une liste de données qu'on appelle data. On peut le faire, on peut créer n'importe quelle liste qu'on veut, hein. Donc, une liste, par exemple, pour la génération des paquets, une liste pour le temps de service des paquets, une liste pour le délai des paquets, peu importe. On peut créer ce qu'on veut. Donc, ça, c'est un petit exemple avec monitoring. Donc, on va créer ici une liste qui s'appelle data. OK, on initialise avec une liste vide. On a un petit processus qu'on appelle test process, qu'on initialise avec une valeur égale à 0. Et en fait, ici, on va juste faire un yield timeout toutes les 2 secondes, en gros. Donc, toutes les 2 secondes. Et voilà. Donc, la valeur, elle va prendre l'environnement.now à chaque fois comme valeur. Mais donc, ici, comme c'est le timeout toutes les 2 secondes, ici, ça va être 0, 2, 4, 6, 0, 2, 6, nanana. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on ajoute notre valeur à chaque fois dans notre liste data. Donc, ici, pareil, on définit notre environnement SymPy. On décide de faire le processus de notre test process. Donc, on va le process cet événement. Et ensuite, on tourner l'environnement. En gros, ici, il n'y a pas de until. En gros, ici, on fait tourner l'environnement jusqu'à qu'il n'y ait plus de process à faire tourner. Donc ici, c'est pour i jusqu'à de i une range de 5. Donc voilà, donc ça, dès qu'on va passer ça, ça va s'arrêter. Donc si on fait tourner, ici, on commence à 0, on a le timeout égal à 2, donc la valeur plus égale à 2, et ensuite on passe à 6 parce que, pourquoi on passe à 6 après? 4 à 2 tout simplement. Ah oui, pardon. Oui, complètement. Ok, j'ai bugué. Oui, merci. Donc voilà. Donc, merci. Donc ça, c'est juste un exemple en gros. Donc comment on peut monitorer, collecter nos données. Donc vous imaginez bien ici, si on reprend les exemples par exemple de la voiture, on peut collecter le temps de charge à chaque fois, à quel moment ça a chargé. Ici, il suffit de créer une liste préalablement, une liste vide, et on remplit du temps de charge, du temps de duration, de durée de la conduite, etc. On peut faire plus ou moins ce qu'on veut. Donc c'est nous qui décidons ce qu'on monitore, hein. Donc voilà. Donc en gros, ça c'est la base de SymPy. Il y a des choses un peu plus complexes, il y a plus de détails. Donc je vous invite, si ça vous intéresse aussi, à lire le Read the Docs, hein, parce que je ne connais pas encore tout du paquet. Mais donc ça, c'est vraiment les bases. Et avec ça, déjà, on peut faire pas mal de choses. Donc, il y a dans le Read the Docs plusieurs exemples d'applications qui sont majoritairement des applications de file d'attente. Donc, des patients qui attendent à un guichet à la banque, les exemples de voitures qui vont charger, qui vont conduire, etc. Plusieurs exemples. Mais bon, quasiment tous sont des problèmes de file d'attente. Donc voilà. Donc maintenant, je vais rentrer un peu dans les détails avec comment on pourrait mettre en place un scénario de file d'attente avec des paquets dans un réseau. Donc, je vais vous montrer des exemples avec des fils MM1 assez simples et avec des réseaux de files d'attente. Donc, des systèmes assez basiques. Et vous allez voir comment on peut essayer de mettre ça en place dans des systèmes de file d'attente. Donc, première chose, j'ai récupéré en fait des classes qui ont été faites par un professeur qui s'appelle Monsieur Bernstein, qui est un professeur au MIT, je crois, et qui a mis il y a son cours ici qui est disponible à cette adresse-là, et qui avait défini des classes
donc pour des systèmes de file d'attente avec des MM1, etc. Donc le projet sur lequel on a travaillé avec François et Lorenzo est bâti sur ces classes en gros que j'ai pas mal modifiées pour notre projet, et donc et j'ai rajouté aussi d'autres classes. Mais ça, c'est des classes assez basiques, donc sur la création de paquets, la création, comment on génère des paquets, comment on fait une file MM1 avec le service des paquets, etc. Comment faire du monitoring, etc. Donc, je vais vous montrer un peu en détail ces bases, et après, je vais vous montrer une simulation de file MM1. Et voilà. Donc, premier objet ici, si on a un système de file d'attente dans des réseaux avec une file MM1, on va vouloir, la simulation va vouloir créer, donc envoyer des paquets, créer des paquets et les envoyer dans notre système avec un certain temps d'interarrivée entre les paquets qui est défini par une loi de proba qu'on définira à la fin. Ici, je vais juste vous montrer les objets, donc les classes. Donc pour la classe paquet, donc elle va avoir un attribut time, en gros, qui va être le temps de départ du paquet, donc le moment où le paquet est créé, qui va avoir un attribut size, qui va être sa taille en bytes, okay, qui va avoir un ID, donc un identifiant, donc on peut l'appeler comme on veut, le paquet, qui va avoir une source, donc les paquets ils peuvent venir de différents flows, les paquets peuvent venir de différents flows, de différents utilisateurs, donc ça, on le décide, et qui peut avoir une certaine destination aussi. Donc ça, c'est différents attributs qu'on peut définir. Et également un flow ID. Donc on peut donner un identifiant, ça peut être le flow 0, flow 1, peu importe. Et donc le paquet, bon, c'est juste un objet qu'on crée. Donc on l'initialise avec tous ces attributs. Et plus tard, si on veut, on peut faire un print, donc un affichage du paquet durant la simulation. Okay, donc ça, c'est juste un objet paquet qu'on peut créer. Deuxième classe importante, c'est comment on le génère, ce paquet. Donc, pour générer ce paquet, il faut le créer, mais il faut le créer à certains temps. Donc, pour ça, notre classe paquet generator, qui va générer des paquets, elle va prendre en attribut l'environnement SymPy. Elle va avoir une loi de distribution pour les arrivées. Donc, ça va être une loi exponentielle, par exemple, gaussienne. On décide de ce qu'on veut, quelque chose de constant, qui va définir le temps des interarrivées entre les paquets. Elle va avoir sdist, ici c'est une distribution sur la taille des paquets. Donc on peut vouloir des paquets qui sont de taille constante, mais on peut aussi avoir des paquets qui varient, donc dont la taille varie, hein, c'est souvent ce qu'on veut, et qui va avoir un initial délai. Donc ça, c'est quand est-ce qu'on va commencer notre génération des paquets. Donc généralement, le default, on va le commencer à 0, mais si on veut, on peut dire que le premier paquet va arriver au temps 0.5 ou 1. Donc ça, c'est un paramètre qu'on peut définir. Et cette génération de paquets, elle va s'arrêter quand l'environnement .now, en gros, le temps va dépasser un certain finish. Donc souvent, le finish, en gros, on le met à l'infini, puisque notre environnement .round, on va le faire tourner un certain nombre de temps qu'on va définir. Donc voilà. Donc ça, c'est tous nos attributs de cette classe. Donc voilà. Et donc, ce qu'on va faire ensuite, c'est cette fonction run, ici, qui va run notre processus. Et donc, on va d'abord faire un yield au début avec le environnement.timeout, avec le initial delay. Donc ça va être le yield pour le premier paquet qui est généré. Et ensuite, tant que notre temps de simulation est inférieur à finish, on va générer des paquets en boucle. Okay, et donc, les paquets, ils vont être générés tous les X temps, X qui est défini par la loi, la loi d'arrivée, qu'on aura intégré à notre objet paquet generator. Ok, donc nous, ce qu'on a fait pour la MM1, souvent, c'est on travaille avec des lois, les interarrivées exponentielles. Donc, on fabrique une loi exponentielle, on l'intègre à notre paquet générateur. Et donc, tous les X temps, ça va générer un nouveau paquet. On peut, si on veut, essayer de garder une trace du nombre de paquets qui ont été envoyés par notre générateur, juste avec un paquet de sent. Donc on fait un +1 à chaque fois qu'un paquet est créé. Et ensuite, on crée notre paquet. Donc le environnement.now ici, ça veut dire que le paquet a été généré au temps t, donc au temps auquel on observe, avec une certaine taille.
du paquet qui va dépendre de la loi de distribution pour la taille des paquets. Et voilà. Et ensuite, donc ici, c'est quelque chose qui est complètement intégré à SymPy, que nous, enfin en tout cas, j'ai pas réussi à avoir de code source dessus, qu'on n'observe pas trop. Mais en fait, ici, on a un point put. Et dans SymPy, en fait, donc put ici qui va envoyer le paquet quelque part. Et donc ce point put, en fait, ça va créer ce qu'on appelle un SymPy store pour collecter les paquets. Et en fait, l'objet store de SymPy, c'est une file FIFO. Et donc en fait, nos objets, ils vont être envoyés dans cet objet store de SymPy. Et quand on va vouloir les récupérer, ça va les récupérer dans l'ordre dans lequel ils ont été envoyés. Ok, donc ici, en fait, ça permet de, si on génère nos paquets, si on va vouloir les envoyer dans un autre objet qui va être par exemple un serveur, ça va passer par ce SymPy Store. Donc ça va les envoyer dans ce SymPy Store qui est une file FIFO. Donc ça va envoyer d'abord le premier paquet, le deuxième paquet. Et quand on va être dans un serveur, on va récupérer nos objets paquets qui viennent de ce store SymPy. Ok, et on va les récupérer dans le même ordre. Donc voilà. Donc ça, c'est comment on peut générer des paquets. Ouais, est-ce que c'est clair pour tout le monde déjà? Alors, c'est Oui, relativement clair, mais par contre, j'ai une question. Là, je suis très intrigué par ce self.out, puisque au oui, moment de ton init, le self.out, c'est none. oui. Et donc, on pourrait penser que la première fois que tu vas le rencontrer dans run, en fait, c'est self.out, il vaut none, et du coup, ça fait none.putp, ce qui est bizarre, parce que none n'a pas de méthode put. Oui. Et du coup, ma question, c'est est-ce que out, c'est un mot réservé dans SymPy et que lui, il fait une espèce de post-initialisation où il transforme ça en store quand tu lui donnes ce processus à traiter? Ou est-ce que ça marcherait, par exemple, si tu mettais autre chose que out? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça marcherait si tu mettais autre chose qu'out. C'est pas, ça appartient pas à SymPy, hein, ce mot. C'est uniquement le point put ici. Mais je suis d'accord pour le premier avec l'initial délai. Normalement, le point out, il est non. En fait, juste, je vous montre un petit peu. Le point out, il va être appelé ici en fait. Donc notre générateur de paquets, on va l'appeler PG. Ici, on aura créé la classe, on aura instancié l'objet juste avant. Si on fait le point out ici, égal à switchport, c'est ici que le point out il va avoir lieu. Et c'est comme ça qu'on va passer d'objet en objet. Mais je t'avoue que le premier out avec le initial delay, c'est vrai qu'il vaut none. Mais Non, 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 excuse-moi, avec ce que tu as montré, c'est clair, parce que ça veut dire en fait qu'avant de lancer ton environnement et donc de lancer le run de ton paquet générateur, en fait, oui, transformer le out en switch port, quoi. oui, mais oui, ok, oui, complètement. Oui, D'ailleurs, du coup, tu peux montrer un peu plus le switch port, là, qu'on regarde commencer, parce que ça m'intrigue du coup. Voilà, merci. oui, ok. Donc c'est les deux classes, paquet et générateur de paquets. Donc maintenant en switchport, en gros le switchport ici ça va être notre serveur, hein, donc qui va comprendre la file d'attente et en gros le temps de service de notre paquet. Donc il va avoir plusieurs attributs, donc pareil notre environnement SymPy, notre rate ici en float, donc qui va être le taux de service qu'on va décider. Donc si on veut par exemple que ça processe 2 paquets par seconde ou 3 paquets, on fait peu importe. Une limite qu'on appelle QLimit ici, qui est en gros notre taille de buffer. Donc on peut soit le mettre à infini, soit fini. Donc c'est le nombre de paquets possibles dans notre switch port. Ou une limite en bytes. Donc comme vous savez, dans les paquets, on a notre attribut bytes. Donc on peut tracer le nombre de paquets, donc la taille en bytes totale qu'il y a dans notre file, en faisant juste simplement la somme des bytes des paquets qui sont encore en cours. Donc premier point ici, donc dans notre init, c'est de récupérer notre self.store, notre SymPy store, ici. Donc notre file FIFO où sont les paquets. Donc on a notre rate ici, notre environnement. Le out ici, ça va être pareil pour envoyer en gros les paquets qui viennent d'un serveur dans un panier ou dans un sink. J'ai pas bien la définition de sink en français, je crois que c'est panier. Donc pour les envoyer quelque part en gros. Oui. Et ici, merci. Et ici, certaines métriques pour voir si des paquets ont été droppés, la taille d'un byte, etc. Ici, le debug, c'est uniquement si le debug il vaut true, on va afficher pendant la simulation, on va printer les paquets en fait.
donc avec la première méthode qu'il y avait dans l'objet paquet. Donc voilà, donc une fois qu'on a ça, ici pareil, on a notre self.action comme tout à l'heure, qui va faire le process du self.run ici, donc qui va générer nos événements. Donc ici notre self.run, donc notre run, comment il marche, donc c'est pareil avec les générateurs. Donc ici, il va récupérer notre paquet, ici notre message en fait c'est notre paquet. Il va récupérer avec le yield avec la méthode get de store ici. Donc le store c'est un objet SymPy, il y a une méthode get qui permet de récupérer notre premier objet qu'il y a dans notre file store. Donc ici le premier objet que ça va récupérer, c'est le premier paquet qui avait été envoyé. Il le récupère ici avec le message. Il fait un self busy égale 1 si on veut pour dire que le serveur il est occupé, qu'il est en train de servir un paquet. En gros, il le récupère, le serveur va servir le paquet, donc la byte size, on va retirer ce paquet qui va partir. Et ensuite, on fait le env.timeout avec la taille du paquet ici x8. En gros, ici, c'est pour faire le transfert de bytes en octets, etc. C'est pas important ici, le x8. Et on le divise tout simplement par le taux de service du paquet. Ok, donc ici notre paquet, on va dire qu'il peut process, peu importe, 3 paquets par seconde, et donc on divise notre taille de paquet fois notre taux de service. Et donc ici, on va avoir le temps à laquelle. Donc voilà, donc ça va servir, pardon, excusez-moi. Donc ça va servir le paquet pendant ce X temps, et après ce timeout, en gros, notre paquet va être parti de notre file. Et donc voilà, et donc ça aura mis ce temps-là pour servir ce paquet. Donc pareil ici, on va faire notre self.out .le put de notre paquet qui va être envoyé dans un nouveau store SymPy en gros. Donc un nouveau store en gros qui va être une transition entre notre objet switchport et notre objet sync par exemple. Et une fois que le paquet est parti, pareil, notre serveur est plus busy, donc on met égal à 0. Et ici, on fait un debug uniquement si on veut afficher notre paquet, donc son identifiant, sa taille, son temps de départ, etc. Donc ici, le self.out.put, en fait, donc c'est pas le put original de SymPy. Ici, on peut définir un nouveau put qui, en fait, parce que dans le put original de SymPy, tout simplement, ça va envoyer notre objet dans notre store SymPy. Ici, on fait une petite modification. On n'est pas obligé de l'envoyer. Donc, par exemple, si notre file elle est pleine, on ne va pas processer ce paquet. Si on a notre taille est pleine en nombre de paquets ou notre taille totale en nombre de bytes est pleine. Donc, ici, on va comptabiliser la taille totale en bytes avec le byte size qu'on a au début, plus le packet size. OK. Et donc, si notre file, on n'a pas défini de limite, tout simplement, on va faire le self.store.put. Donc, on va envoyer notre paquet dans le SymPy Store. OK. Et donc, ici, ça sera rappelé ici. Et si on a défini une limite en bytes, on ne va pas l'envoyer. On va juste faire un paquet drop plus 1. Okay, donc, si notre taille est pleine, on suppose que notre serveur ne va pas servir ce paquet. Et donc, on le drop. On fait un paquet drop. Et en gros, ce paquet va être oublié. L'objet va être oublié. Il ne va plus passer dans notre système, dans les SymPy Store. Mais si Oui. toi, tes bytes, c'est pas de paquet, là, serait-il pas plus raisonnable de faire un drop sur les bytes ou c'est le nombre de bytes qui ne sont pas, je sais pas, tout rejette. Je veux dire que Là, le nombre de bytes peut varier, je sais pas, non? oui, complètement. Bah, En tu fait, c'est peux nous qui. mesurer aussi les bytes qui sont drop, qui tu drop, que tu jettes. Là, quand je drop le paquet, en fait, je dis qu'il y a un paquet qui est parti en plus. Et en fait, le paquet va disparaître. Donc, Ah, ok, je vois ce que tu veux dire. Tu veux dire que la comptabilité des bytes totales de notre file, on fait pas Peut-être le. ouais, ça serait plus raisonnable, non? Oui. Sauf si, Euh, sauf si c'est fixe nombre de bytes chaque fois. non, ça va dépendre de la taille de ton paquet qui arrive dans le système, dans ta file. Hmm. Euh, oui. Ok, effectivement.
De toute façon, c'est assez facilement adaptable. C'est-à-dire, Oui. tu fais une variable self.dropped bytes et puis tu Oui, l'incrémentes oui. à la taille du paquet que tu as jeté, quoi. Oui, tu peux faire ça aussi. Oui, oui. Ah, Anastasia, ta question, c'était de savoir combien de bytes ont été droppés depuis le début, quoi, en gros. Enfin, de tracer ça, quoi. Bah, c'est pas en question, c'est plutôt que c'est plus raisonnable si tu as un fil d'attente en bytes que tu gardes le bytes Ok, ok. tu rejettes. Ok, d'accord. Oui, oui, oui. Ok, complètement. Ok. Oui, ok, je vois, parce que tu en fais le paquet de drop ici, que ce soit pour la limite en bytes ou pour la limite en nombre de paquets, quoi. Donc, ok. Ok. Ok, d'accord. Et donc, bon, en gros, donc c'est comme ça que ça marche. Donc, on peut tracer ici, garder en mémoire donc la taille totale en bytes de notre fil, et donc soit faire des paquets de drop, soit envoyer notre paquet. Ok. Donc, ici, quand on va faire notre environnement.run, ça va générer ces événements-là, tous les X temps qui sont définis par notre loi qu'on a définie. Et donc, voilà. Est-ce que c'est à peu près clair comment ça marche? Relativement, oui. Enfin, Ok. Donc ensuite, il y a deux autres classes qui sont importantes avant de faire la petite simulation avec la MM1. C'est une classe pour faire le monitoring et une classe pour récupérer les paquets qui ont été servis par les serveurs. Donc un monitoring ici, une classe monitor. Ici, ça va être un port monitor, donc ça va monitorer en fait ce qui se passe dans notre file MM1, donc avec le buffer et notre serveur. Donc ici, le port, en gros, c'est le switch port qu'on va vouloir monitorer. Et 10 ici, c'est une distribution en fait de savoir quand est-ce qu'on fait le monitoring. Donc, soit on va collecter les données de manière constante, soit c'est nous qui définissons ça avec cette loi dist. Donc voilà. Et donc, on a une liste sizes qui va permettre en gros d'avoir la taille totale qu'il y a dans notre fil switch port. Donc ici, toutes les X temps qui sont définis par notre loi dist, on va faire la comptabilité en gros, donc on va faire le monitoring. Donc ici, si on veut faire un comptage des bytes qu'il y a dans notre monitoring, tout simplement, on dit que notre total ici, on récupère dans notre port ici, donc dans notre switch port, le byte size qu'on avait. Donc le byte size qui se met à jour à chaque fois, soit on perd un paquet, on enlève la taille du paquet, soit on en ajoute un et on rajoute la taille du paquet. Ok, donc si on veut comptabiliser le nombre de bytes dans notre switch port, on le fait comme ça. Sinon, si on veut comptabiliser le nombre de paquets qui sont dans notre système, on a, si notre serveur est busy, donc ça, s'il est en train de servir un paquet, donc vous vous souvenez, le busy, il est égal à 1. Donc ça, c'est égal à 1, donc un paquet qui est en cours de service. Et le self.port.store.items, en fait, c'est tous les items qui sont les objets qui sont dans notre store SymPy et qui vont arriver vers cet objet switchport. Donc ici, si on fait la length des items qui sont dans cet objet SymPy.store, en gros, c'est le nombre de paquets qui sont dans notre buffer, donc dans notre file d'attente et qui attendent. Donc voilà. Donc le total ici, ça va être du nombre de paquets, ça va être le nombre de paquets qui attendent, plus le nombre de paquets qui sont en service. Donc ici, c'est un seul à la fois, donc 1. Et tout simplement, après, on garde tous les X temps. On dit que notre total, on met notre total dans notre liste sizes. Ok. Donc à la fin, quand notre simulation a tourné, on peut récupérer notre list sizes et on peut voir la dynamique en gros du nombre de bytes ou du nombre de paquets qu'il y a dans notre système. Ok. Donc ça, c'est un petit exemple de comment on fait du monitoring sur notre switchport. Et ensuite, il y a une classe packaging en gros, donc ici c'est pour récupérer les paquets à la fin, donc une fois qu'ils ont été servis. Donc dans le cadre d'une file MM1, si les paquets ils sont servis, on veut qu'ils arrivent dans un panier en gros pour collecter la donnée. En gros, la principale c'est le délai en gros, donc savoir combien de temps de bout en bout le paquet a mis depuis qu'il est généré jusqu'à ce qu'il soit arrivé, donc entre la file d'attente et le service. Et donc on peut récupérer ça avec un paquet de sync.
Donc, bon, c'est pareil à chaque fois, on a le store, on récupère le SymPy store, l'environnement. Et ici, on a des variables booléennes qui vont permettre, si on veut, soit on regarde le temps, le délai de bout en bout, en gros, entre la génération du paquet et son arrivée, soit on regarde le temps absolu d'arrivée du paquet, donc à quel moment il est arrivé exactement, soit on regarde les temps inter-arrivés en fait entre chaque paquet. Donc voilà, donc ça c'est nous qui décidons. Et bon, tout simplement, on va voilà, juste faire des listes waits, des listes arrivals. Donc ici, si on veut collecter les délais, tout simplement, on met le append dans la liste. Donc le temps de simulation actuel moins le temps auquel le paquet est parti. Voilà. Donc on va récupérer notre paquet qui viennent des store SymPy. Donc le switch port, il envoie le paquet dans notre store SymPy. Ici, on récupère les paquets du store SymPy. On regarde le temps auquel le paquet est parti. On regarde le temps auquel le paquet arrive avec le environnement.now. Et tout simplement, ça c'est notre délai. Maintenant, si on veut juste regarder les temps d'arrivée, on regarde juste le environnement.now. Si on veut regarder les temps d'inter-arrivée, on regarde le temps auquel on est à l'instant T, moins le temps du dernier arrivé du dernier paquet. OK. Donc ça permet aussi de collecter des données en fait. Donc il y a aussi du monitoring là-dedans. Donc le but c'est aussi d'envoyer le paquet quelque part à la fin, de terminer son parcours et de collecter ces données de bout en bout, donc délai, etc. Donc une fois qu'on a tout ça, on peut faire des choses assez cool. Donc on peut générer des MM1, à peu près ce qu'on veut. Donc ici on va faire une MM1 très très simple. Avec un taux d'arrivée qui est égal à 1, un taux de service qui est égal à 2, et nos lois, elles vont être faites ici avec functools et point partial. Donc ça va être des lois exponentielles, donc les inter-arrivées vont être exponentielles. Donc pour les arrivées, ça va être de taux lambda. On va avoir une taille de distribution, la distribution pour la taille des paquets qui va être aussi une loi exponentielle. Donc ça, on peut le faire de manière, on peut définir que ce soit constant, on fait ce qu'on veut. Ici, une loi qui va permettre de collecter les données à une certaine fréquence. Okay. Ici, c'est une loi exponentielle, ça peut être n'importe quoi, hein. On peut le faire de manière constante ou dès qu'un événement est arrivé. Ici, notre port rate, en fait, ça va être notre taux de service de notre switch port. Donc ici, il y a notre nombre de paquets que notre serveur peut process par seconde, donc ici notre taux mu. Ici, comme on a notre taille en bytes, on remultiplie par 8, mais vous voyez que ça ne sert pas à grand chose puisque dans notre switch port, on avait déjà le x8 qui apparaissait, donc ça va se dégager, donc ça ne sert pas à grand chose en vrai. Et donc ensuite, une fois qu'on utilise pour la taille des et ensuite, on définit nos objets, donc on instancie nos objets, donc le sync, les générateurs, les switch ports, etc. Donc ici, PS est notre paquet de sync. Ici, on veut collecter, on met true pour record waits parce qu'on veut collecter les délais de tous les paquets. On a un générateur de paquets qu'on instancie. Ici, on va définir les paquets avec un nom ID, tout simplement. On leur envoie la loi d'arrivée, la loi pour la taille des paquets. Ensuite, on définit notre serveur, donc notre file d'attente MM1, notre switch port. Donc voilà, on lui met son port rate, donc son taux de service ici. Et ici, on décide qu'il n'y a pas de limite. Okay, donc le buffer, il est infini. Et pour finir, on fait notre objet port monitor. Ici, on veut monitorer ce switch port là. Donc on le met à l'intérieur de notre port monitor. Et on met aussi la loi à laquelle on veut, la loi de distribution pour laquelle on veut à chaque temps récolter les données dans notre switch port. OK. Et donc tout simplement, on va générer notre paquet, les points out en gros pour sortir de notre générateur et aller dans notre switch port avec le pg.out. Et ensuite, le switch port.out pour sortir de notre switch port, aller dans le store SymPy et ensuite être récupéré par le paquet de sync. OK. Donc une fois qu'on a défini tout ça, tout notre environnement,
il est créé. Donc, il n'y a plus qu'à le faire tourner. Donc, ici, on peut le faire tourner. Voilà, on fait ce qu'on veut. Hein. Donc, ici, on va simuler, par exemple, 100 secondes de service. Et ensuite, on peut récupérer toutes nos données ici avec notre monitoring. Donc, soit avec les données qui ont été récupérées dans le weight de notre paquet de sync, soit dans la taille de notre moniteur, du nombre de paquets qu'il y a dans la file d'attente, etc. Donc, on peut récupérer plein de données comme ça. Et ensuite, on peut aussi faire des jolies courbes avec les délais des paquets, etc. Donc, si on fait tourner ça, un exemple vraiment très simple de MM1. Donc ici, j'ai mis que le debug égale true. Donc vous pouvez voir qu'on a en fait tous les paquets qui sont générés ici. Pardon, excusez-moi, je ne suis pas dans le bon. Ok, donc le debug est false ici, donc on ne fait pas l'affichage des paquets. Mais donc ici, on peut voir tant en fait des paquets pour les 10 derniers paquets qui sont arrivés. Donc ici 0,8, 1, 1,4, etc. Les queue size, donc la taille de notre switch port en fait, donc file d'attente plus serveur compris, buffer plus serveur compris. Donc ici, donc sur les 10 dernières collectes. Donc ici, il n'y avait qu'un paquet dans le système, ici 0, ici 2, etc. Ok, on peut récupérer le délai moyen sur la simulation. On peut récupérer le nombre de paquets qui sont arrivés, le nombre de paquets qui ont été drop, le nombre de paquets qui ont été envoyés ici avec l'attribut packet sent de notre générateur, etc. Et tout simplement, ensuite, on peut faire des petites courbes avec les délais sur toute la simulation. Et voilà. Donc, en gros, après, ici, on a fait une petite MM1 avec des lois exponentielles assez simples. On peut imaginer faire plein de choses. Faire plein de files d'attente différentes, des plus complexes, avec des taux de service, des lois de proba différentes, etc. Et ensuite, vous avez vu ici avec les points out, c'est assez simple de passer d'objet en objet, en gros. Donc, on peut facilement créer des réseaux de files d'attente, on va dire, avec plusieurs générateurs de paquets, plusieurs fils et plusieurs syncs, par exemple, etc. Et donc, tout simplement écrire ça assez facilement avec le pg.out, l'envoyer où on veut. Et voilà. Déjà, est-ce que c'est... Est-ce que c'est clair comment ça fonctionne de manière globale tout SymPy ici, comment on peut initialiser ensuite avec les lois, comment on fait tourner, comment on définit notre environnement et comment on le lance. Est-ce que c'est clair pour tout le monde à peu près? Oui. Oui. Ok. Ça finit à quelle heure normalement? François, c'est midi? Ou il n'y a pas forcément... Incluant les questions, mais ça peut être un peu avant, ça peut être un peu après, pas trop après. Ok, oui, oui. Je vais pas aller dans cet exemple-là parce qu'il est un peu trop... pas trop complexe, mais trop long, on va dire. Mais donc voilà. Donc en gros, vous avez un peu, je pense, l'essence de SymPy, de ce qu'on peut faire avec. Donc toutes ces classes ici, elles ont été définies à la main là, par le professeur Bernstein. Moi, pour notre projet avec François Lorenzo, j'en ai défini plein d'autres. Donc on peut faire un peu tout ce qui est imaginable. Hein. Donc après, c'est libre cours à l'imagination pour faire les scénarios que vous voulez et jouer un peu avec. Et ça, c'est un petit point que je mentionne. En gros, ce qu'on a aussi fait, c'est qu'on a construit pour notre projet, en fait, on avait besoin de faire c'est pas un besoin, mais on a voulu faire de l'apprentissage par renforcement. Donc l'idée, c'était de contrôler, on avait deux fils, en gros, une file 4G, une file 5G. Et l'idée, c'est d'envoyer des paquets dans la meilleure file et de faire de l'apprentissage par renforcement derrière. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a construit un environnement GIM avec OpenAI qui est bâti sur notre environnement SymPy. Et donc, ensuite, vous pouvez faire ça, vous pouvez imaginer faire ça pour plein d'autres applications, hein, faire du load balancing, de l'allocation de ressources, donc contrôler la ressource de nos switch ports, de nos serveurs, contrôler où est-ce qu'on envoie nos paquets, etc. Donc, on peut faire plein de choses, plein de scénarios possibles. Et si ça vous intéresse de faire de l'apprentissage par renforcement derrière dessus, donc avec un système contrôlé, vous pouvez essayer de construire un environnement GIM qui est bâti dessus,
qui nous a pris un peu de temps à faire, mais qui finalement est assez, c'est faisable. Donc c'est un petit supplément assez cool qu'on peut faire avec SymPy. Si vous voulez faire des systèmes contrôlés, essayez de tester des algos RL dessus. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire. Donc bien évidemment, je ne connais pas tout SymPy encore, donc il y a plein d'autres choses à faire. Mais donc déjà, je pense pour des systèmes, des scénarios de file d'attente, peu importe le modèle que vous considérez, vous pouvez déjà faire pas mal de choses. Rien qu'avec les classes qu'on a vues. Après, vous pouvez bien sûr peaufiner les classes, essayer de rajouter des éléments, etc. Mais on peut déjà faire des files d'attente assez complexes et des réseaux de files complexes avec les classes que je vous ai présentées. Donc voilà. J'espère que c'est clair comment ça marche. Il faut juste vous rappeler que SymPy, c'est vraiment bâti sur les générateurs. Donc il va générer les événements un certain temps. Et voilà, c'est à peu près tout. Donc c'est surtout ça qui est important. C'est bâti sur les générateurs. Et ensuite, on peut faire plus ou moins ce qu'on veut avec. Donc voilà. Et, merci beaucoup Thomas, bravo. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, éventuellement, j'ai une question. Oui. En termes de vitesse, on est bien ou on n'est pas bien? Parce que c'est vrai que moi, avec les trucs genre NS2, j'ai toujours la peur des simulateurs qui finissent par être plus lents que le temps réel. Et c'est vrai que j'ai tendance. Enfin, ton truc a l'air. Enfin, SymPy, ça a l'air super sexy. J'ai bien envie de basculer, mais j'ai pas envie d'avoir après un truc super lent. Ok, d'accord. Ouais, pour 10 000, tu vois, ça va super vite. Après, ici, c'est une MM1 toute simple. Je te cache pas que si tu commences à faire beaucoup de paquets de générateurs en disant que, je sais pas, t'imagines que c'est plein de téléphones qui envoient des paquets, tu supposes qu'il y a plein de serveurs différents, bah, ça va créer plein d'events avec les générateurs, bah, ça va mettre un peu de temps, quoi, forcément. Mais au-delà du nombre d'events, le fait que ça se croise dans tous les sens, ça va pas le déranger. non, ça garde toujours la trace dans le temps croissant, quoi. Ça arrive toujours à maintenir ça, donc du temps zéro c'est toujours de manière croissante. Donc ça, ouais, c'est toujours ordonné. Mais bon, enfin, en tout cas, tu vois, pour 10 000 secondes, ici, une MM1 assez facile, ça va super vite, quoi. Mais après, le problème, honnêtement, des temps de simulation, même là, quand je fais tourner des apprentissages par renforcement qui font du learning avec Jim, ça va quand même globalement assez vite. Hein. Avec des événements, avec des exemples où j'ai par exemple une dizaine d'utilisateurs qui envoient des paquets. Bon, j'ai que 2 fils possibles, mais ça va assez vite quand même. Assez vite. Après, j'avoue, je n'ai pas de comparatif, vraiment. Après, il y aurait des exemples comme Simulink, je pense, en MATLAB, mais je pense qu'avec SymPy, ça va tourner plus vite. Mais à voir. À voir. Mais bon, voilà. Non, mais je crois que tu m'as convaincu que ça vaut le coup d'essayer un peu. Hein. Ouais, et puis honnêtement, après, je vous ai lire le Read the Docs, hein, mais parce qu'il y a plein d'autres choses de possibles avec SymPy que j'ai pas encore défini. Puis aussi, il y a aussi le SymPy en temps réel, hein, avec le Real-Time Environment, qui peut être aussi intéressant, je pense, pour certaines applications. Pour des démos, tu veux dire, par exemple ou... Ouais, je pense pour les démos, ouais. Ça peut être pas mal. Mais aussi, je pense que ça dépend aussi du scénario qu'on investit, quoi, et du modèle, mais bon, c'est toujours quelque chose en plus, quoi. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la manière dont SymPy marche ou si j'ai pas été clair sur certains points? Moi, c'est pas une question, c'est juste une petite remarque. J'étais en train de me dire que bien fâché, il y a peut-être même moyen de brancher un environnement real-time SymPy avec un affichage, par exemple, utilisant Pygame. Ouais. Tu vois, je repensais soit à des problèmes de file d'attente, soit à des problèmes de voitures avec des feux de signalisation, enfin tous ces trucs-là.
où tu peux dire tous les je sais pas quoi, tous les dixièmes de seconde, par exemple, à SymPy, de mettre à jour l'affichage de Pygame pour avoir l'état du système et avoir une petite démo jolie qui fonctionne comme ça. Ça devrait marcher, ça, je pense. Ouais. C'est Ouais, c'est possible.